Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog apprendre-la-pêche-en-ligne.com, ça dépend où tu la regardes. Aujourd'hui je suis avec Tosh, donc c'est Anthony de la chaîne Scarna Fishing. C'est une chaîne YouTube qui compte 80 000 abonnés et donc c'est une chaîne qui cartonne, elle est même dans le top 5 des chaînes de pêche en France, donc c'est pas rien. Aujourd'hui j'ai la chance d'animer cette interview et on va commencer par la première question. Une question simple, est-ce que tu vas bien Tosh? Si je vais bien, bah ouais, parfait, tout va Parfait. bien. Écoute, si en termes de vie de tous les jours, ça va. Ouais. En termes de vie de pêcheur, c'est un peu moins bien parce que, écoute, tout est fermé, c'est un peu compliqué. Je cherche désespérément quoi faire. C'est un peu compliqué là. La truite n'est pas encore vraiment ouverte, même si techniquement on peut la pêcher nous sur les secteurs en seconde catégorie, puisque chez nous ça ferme pas la seconde catégorie dans l'avion. Mais par principe un peu on attend quand même l'ouverture, c'est une habitude qu'on a depuis toujours et j'attends, j'aime bien attendre moi les jours de l'ouverture. Ouais, c'est bête mais c'est comme ça. Bah ouais, c'est Alors, ça. Je cherche. Là, il y a pas longtemps, je suis allé essayer de pêcher du barbeau sans trop de réussite. Ouais. Je cherche quoi faire un peu. C'est un peu tristouné, mais. C'est l'hiver quoi. C'est la période creuse, on va dire. Après, il y a tout le monde. Ouais, carrément. C'est ça. Du coup, avant de commencer les questions, je te remercie quand même de prendre ton temps pour du coup me l'accorder. C'est sympa de ta part. Franchement, ça me fait plaisir. Du coup, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter pourquoi tu as commencé la pêche, à quel âge, grâce à qui, est-ce que tu as une chaîne YouTube, etc. Voilà, des questions simples quoi. D'accord. Et à chaque fois, je vais essayer de répondre pour Canito. Ouais, c'est ça. Du moins, de ce que je sais. Ouais. Donc alors moi je m'appelle Anthony et plus connu sous le nom de Tosh du coup sur internet et donc pêcheur depuis belle lurette maintenant puisque j'ai commencé de mémoire autour de mes 10 ans je pense. À l'heure actuelle j'ai bientôt 38, tu vois, ça fait quand même un bail. J'ai pêché dans ma vie, alors j'ai eu beaucoup de parcours différents pour la pêche. J'ai commencé par la pêche au coup, mais la pêche au coup en compétition en fait, pendant peut-être je dirais jusqu'à mes 18 ans. C'est ce qui me branchait le plus. La pêche à la longue canne, c'était la pêche sur poste. J'ai adhéré à un club chez moi ici là où j'ai fait des compètes et avec plus ou moins de réussite, mais quand même quelques résultats. Et j'aimais bien le côté sportif déjà. Le côté de me mesurer à d'autres pêcheurs sur des bourriches de gardon, d'ablettes, de carpeaux. Une pêche ludique. Et voilà. Et à côté, ludique mais déjà très technique, tu vois, le côté amorce et tout. Mes parents avaient une granetterie, si tu veux. Donc j'avais déjà un avantage par rapport aux autres parce que je pouvais faire mes amorces moi-même à la maison avec mes propres produits. Et c'est plutôt cool. Ouais, c'était pas mal. Et à côté, je pêchais la truite parce que chez nous, on a une très très belle région à truite. Et historiquement parlant, dans le sud de l'Aveyron, en tout cas là, chez nous, il y a beaucoup de gens qui pêchent la truite. Donc voilà, à l'époque, je pêchais au toc, au toc et à la mouche aussi un petit peu. Je faisais mes mouches et au fouet. Voilà, ça c'était mes débuts. Et après, j'ai basculé sur le carnassier un peu plus tard. Je dirais entre 14 et 18 ans là. Et après 18 ans, les études ont fait que je suis allé à Toulouse pour commencer mes études pendant on va dire 6 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de street fishing, tu sais, donc du coup je retournais pêcher qu'une fois de temps en temps en rentrant dans l'avion. Et ouais, c'est ça. Et voilà, ça me manquait un peu. Et après j'ai eu, je dirais jusqu'à mes, j'ai repris, j'ai pêché comme ça en dilettante pendant pas mal d'années. Toujours plutôt à la mouche, au fouet. Et puis vraiment, après le carnassier, c'est venu il y a, je dirais, à peu près une dizaine d'années maintenant. Et puis voilà. Et depuis que je me suis remis vraiment, je me suis rééquipé pour le carnassier. C'est ta pêche de base maintenant. C'est-à-dire, voilà, je me suis remis vraiment, quand je suis rentré habiter dans l'Aveyron, en fait. Quand je suis rentré ici, je dis, bon, là vraiment, là, j'y vais, j'y vais à fond, et je me suis équipé, et voilà, depuis, à fond, tout le temps. Et Jérém, lui, il a eu un peu le même parcours que moi, à la différence près, que lui, il a beaucoup pêché la carpe. J'ai rarement fait. Voilà. Avec Jérémy, on s'est connus par carrément autre chose que de la pêche. On s'est connus
dans un groupe de musique, parce qu'on est musiciens tous les deux. Ouais. Et c'était il y a maintenant plus de 15 ans. Voilà. Et on a pêché la carpe ensemble, on a pêché à la mouche ensemble au début. Et après, on s'est mis tous les deux au carnassier en même temps, donc il y a un peu moins d'une dizaine d'années, je pense. Voilà. Bon, bah c'est bien. Et du coup, aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube donc, qui s'appelle Scarna Fishing. Voilà. C'est ça. C'est une chaîne YouTube qui cartonne quand même, parce qu'elle a quand même plus de 80 000 abonnés. Ouais, 80 000 abonnés depuis là quelques jours. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi. C'est un chiffre qui nous surprend toujours autant. Ouais, j'imagine. C'est-à-dire que quand on a monté la chaîne, déjà on n'était pas très familier de YouTube honnêtement. Ouais. J'étais par contre très très fan des vidéos de pêche. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis toujours. Très fan des vidéos de pêche à la mouche notamment. De tout ce genre de films qu'on peut retrouver dans des festivals, notamment le Rise Festival pour pas le nommer. C'est-à-dire des films de pêche mais qui ont vraiment un côté esthétique très très avancé, très poussé. Ouais. Et puis de pêche aussi technique comme on peut retrouver je vois. pour les marques qui apprennent à pêcher tout ça. Donc très très fan des vidéos. Et un certain goût aussi pour le 7e art quoi, aussi. Moi j'ai toujours travaillé dans l'audiovisuel et j'ai toujours porté un œil un peu critique sur les images. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos un peu sérieusement là, sur la pêche, je me suis dit quand même je vais essayer d'y mettre ce petit grain là que j'aime bien, ce petit côté esthétique là. Bah c'est vrai que maintenant tes vidéos c'est plus des mini-films quoi, c'est des petits documentaires quoi. Enfin, moi, c'est ce qu'on essaye en fait. Nous, c'est ça. Des charges, si jamais il y en avait un sur ce canal, ce serait qu'à chaque vidéo, même si ça dure 10 minutes, qu'on prenne les gars, le spectateur avec nous. Si on part du bord, il est avec nous. Il faut vraiment que le spectateur soit vraiment avec nous. Ouais, c'est ça. Et comme la pêche, ce qui est génial dans le monde de la pêche, c'est que chaque sortie, c'est une mini-aventure en soi. Qu'on aille en bas de chez soi ou à l'autre bout du monde, il se passe toujours des trucs. Ouais, c'est ça. Donc il y a des poissons, il n'y a pas de poissons, mais des fois il y a des galères, des fois il y a des réussites, des fois il se passe toujours des trucs. Donc c'est presque facile, tu veux, même en 10 minutes de raconter une histoire avec des vidéos de pêche. Donc c'est ça. Écoute, ça fait maintenant 6 ans et honnêtement, chaque vidéo encore, moi je m'en lasse pas. Chaque vidéo est nouvelle, chaque vidéo est différente. Donc, c'est ça. Voilà. Donc c'est top quoi. Et donc du coup, cette idée de créer ta chaîne YouTube, elle s'est venue genre, plutôt pour partager avec les personnes ou c'est plus ton carnet de pêche et après ça a pris de l'ampleur et tout C'est exactement ça en fait. À la base, c'était pas du tout destiné à être diffusé nulle part ou quoi que ce soit. C'était vraiment mon journal de pêche en fait. Okay. Après avoir repris la pêche au carnassier notamment, je m'étais vraiment mis une certaine discipline dans ma pêche, c'est-à-dire au niveau des techniques, au niveau de tout, et je voulais vraiment pas refaire les erreurs que j'avais fait quelques années avant, c'est-à-dire je voulais vraiment cette fois-ci gagner en expérience vite. Et pour ça, il n'y avait rien de mieux que de tout noter, de tout garder en mémoire et voilà. Et comme j'aime la vidéo, comme je te disais, c'était pour moi naturel que, au lieu de marquer tout dans un carnet comme je le faisais à un certain moment, plutôt je me suis dit allez, je vais m'acheter une petite GoPro là et puis je vais aller filmer mes sorties. Comme ça, je vais essayer de revisionner ce qui s'est passé et essayer de corriger d'autres trucs, essayer de t'améliorer au fur et à mesure des... Voilà. C'est ça. L'idée c'était vraiment de garder des rushs pour moi comme des archives pour pouvoir me replonger dedans si jamais je voulais m'améliorer techniquement parlant. Et puis en faisant ça, j'ai fini sur YouTube donc pour X raisons, comme tout le monde un peu pour essayer de grappiller des infos à droite à gauche. Et à l'époque, il y avait déjà quelques youtubeurs. Il y avait déjà Mignac, il y avait déjà Feeling Fishing qui commençait. Il y avait Aquavidul 35 aussi, qui faisait des premières vidéos de pêche. Et je m'étais dit, tiens, mais c'est sympa ce que font ces gars. Moi, mes vidéos, du coup, je vais les mettre, mais pas pour toucher les publics, mais juste pour les mecs qui pêchaient dans le même ruisseau que moi, là, à côté de chez moi. Ouais, pour partager. Voilà, mais vraiment, c'était très très local. Si tu veux. Moi, je pêchais un certain ruisseau et j'avais vu qu'il y avait un gars qui avait pêché ce ruisseau 2 ans avant, qui avait mis une vidéo, mais aussi pourri que les miennes, c'est-à-dire avec juste même pas en parler, c'était juste voilà. Il avait mis sur YouTube. Et je me dis, tiens, c'est vachement intéressant. Lui, il a partagé son truc, même si j'apprenais quelle cuillère il utilisait, enfin quelle heure il utilisait tout ça. Et je lui dis, je vais mettre les miennes, ça coûte rien. Puis ça se trouve, ce mec va tomber sur ma vidéo, il va se dire, vas-y, tiens, lui, il pêche comme ça, c'est intéressant.
Donc j'ai mis mes premières vidéos comme ça, sans montage, sans rien. Ouais. Et ça a fait 10 vues, 20 vues là. Et Et après, c'est marrant, il y a des gens qui regardent en fait. Et après, il y a eu un commentaire, puis après, il y a eu des abonnés. Puis je me suis dit, c'est marrant, il y a des gens qui suivent, ça doit être les gens de mon bled là. ouais, Et puis au final, après, du coup, le côté, comme je disais, amour de la vidéo, tout ça a très vite fait que j'ai un peu soigné ouais, un c'est peu ça, plus ouais. mon montage, tout ça. Ouais. Même quand je dis soigner, c'était très très. Enfin, pour moi, le but c'était vraiment de faire très vite. Hein. Je voulais pas Ouais, passer de temps là-dessus. ouais, c'est sûr. Mais je me dis, bon, je vais mettre un peu de musique, je vais monter le truc. Et puis après, plus la qualité augmentée, plus les abonnés augmentaient. Et voilà. Et au final, je me suis dit, attends, il faut faire un truc, c'est marrant, ça monte là. Il Bah faut ouais, c'est ça. faire la baraque, il faut Ouais. produire. Et on l'a fait avec grand plaisir. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, du coup, les vidéos, c'est toi qui les montes. Ouais, en grande Ouais. partie. On va dire que 9 vidéos sur 10, c'est moi qui la monte. Ah ouais, quand même. Jérém, lui, Canito, lui, peut être amené à monter des vidéos Ouais. quand moi je suis un peu à la bourre, que Ouais. c'est pas vrai que dans ma vie privée je puisse ne pas monter de vidéos, que j'ai pas Mais le ouais. temps. Puis à ce moment-là, heureusement qu'il est là pour prendre le relais. Et tu sais, avec le côté atelier, le côté. Ouais. Enfin, et Jérém aussi, il est un peu comme moi, il est assez créatif, tout ça, donc il peut monter des vidéos aussi. Ok. Voilà, mais des fois il me soulage un petit peu. Ok. Mais la plupart du temps, c'est moi qui les monte. Ouais, ok. Bon, bah ça, tu fais un bon boulot parce que c'est quand même bien fait. Alors du coup, l'année dernière, il y a quand même eu un événement en fin d'année qui a un petit peu marqué l'histoire de Scarna, on va dire, puisque vous avez lancé Ouais. votre premier leurre. Donc Made in Ouais. Aveyron, C'est ça. Millau, c'est ça, ou Millau? Alors Millau, moi je suis à Millau même, Ah voilà, ouais, ok. et Jérémy habite à Sainte-Eulalie-de-Cerdan, Ok. qui est un tout petit village perché sur le Larzac, Ouais, ok. Donc, un peu paumé. ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Et c'est là-haut que Jérémy en fait dessine tous ses leurres, les prototypes. Voilà. Il a un atelier en fait où il bricole à mort. Ouais, j'imagine. L'atelier change très très régulièrement parce il s'équipe énormément. Là, il y a pas longtemps, je sais qu'il a acheté une nouvelle imprimante 3D. Ouais, Hier encore, j'étais avec lui, il me montrait des nouveaux protos. ouais. Ça fourmille quoi là-haut. Ouais, bah tant mieux, hein. Il se régale. Il y a de la place chez lui. Et ouais, voilà. Ouais. Et donc du coup, vous avez lancé votre premier leurre qui s'appelle le Fatboy Swim. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi vous avez choisi un shad et pas un finesse, après la taille du leurre, pourquoi les poissons les poissons qui ciblent, etc. pour les personnes qui s'intéressent. Si tu veux, alors avec je vais un peu parler au nom de Jérém, mais Ouais. bon, c'est vrai que c'est lui qui a conçu à 100% le leurre. En Hein. grande Moi, c'est vrai partie, que je suis très très fan de son travail. Ouais. Et disons que lui, ce qui se passe, c'est que lui, il crée, il revient vers moi pour me demander mon avis régulièrement. Mais moi, je lui donne mon humble avis. Ouais. Et s'il y a des choses que je trouve où il se trompe, tout ça, je lui dis franchement, et souvent il m'écoute. Alors c'est pour ça que c'est chouette de bosser avec lui. Ouais. Et là, sur le Fatboy Swim, donc leurre souple, c'était pour nous une évidence, parce que c'est quand même bon, les leurres qui sont, faut dire, les plus connus, hein, le shad notamment, sont les leurres les plus utilisés tout simplement en France. Et on pensait tout simplement aussi, on voulait vraiment créer quelque chose qui allait toucher un maximum de gens. Hein. Notamment pour en vendre aussi, il faut dire la vérité, pour en vendre le plus possible. Ouais. Mais aussi faire un produit qui connaisse un certain, je dirais, qui puisse s'adapter à tous les pêcheurs, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur un produit trop petit, trop gros, trop typique. Ouais, un leurre polyvalent, quoi. Voilà, l'idée c'était d'avoir un leurre souple, mais ce leurre souple, voilà. Le truc c'est que bon, on s'est dit bien sûr on va faire un leurre souple, mais à quoi ça servirait de faire un énième one-up ou un énième Ketek, sachant qu'en plus, on connaît tous les formes. Ça apporterait rien de nouveau, quoi. Voilà, et on voulait quand même, on tenait vraiment à essayer d'apporter quelque chose de nouveau, enfin de nouveau. Quelque chose qu'on voyait moins sur le marché à l'heure actuelle. Le cahier des charges du Fatboy Swim, il était très simple, c'était d'avoir un leurre pas trop gros mais qui bouge énormément d'eau. Ouais, c'est ça. Parce que maintenant on a tendance on trouve à devenir de plus en plus finesse, de pêcher avec de plus en plus des leurres fins qui finalement ont des animations dans l'eau assez minimalistes. Je pense à Easy Shiner par exemple de chez Ketek, qui a un leurre finalement très très plat, sans relief sur le. Ouais, donc les vibrations elles sont pas hyper présentes, quoi.
Non, c'est très fin en fait. Même un gros easy shiner, c'est un leurre qui va faire très peu de vibrations. Ouais. Et chez nous, par exemple, on voit énormément de gens pêcher plus qu'avec ça. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de revenir sur des leurres qui ont marché à l'époque, notamment, je pense au Big Hammer de chez Lunker City, ou des leurres comme ça qui brassent énormément d'eau. Et nous, on a voulu partir sur le côté opposé, c'est-à-dire un leurre avec une grosse densité, enfin, une densité, un gros volume, qui nage d'une manière exagérément, d'une manière assez exagérée, c'est-à-dire que je sais pas si tu as déjà vu la nage du White Film, il nage vraiment. Avec un rolling important. Voilà, il bouge dans tous les sens. C'est un leurre qui nage très très lentement. Ça, il fallait vraiment aussi. Si on aime bien la pêche à la verticale, donc parfois on est amené à pêcher très lentement, donc on voulait que ça nage très lentement. Et voilà, l'idée c'était un leurre qui bouge beaucoup d'eau et en taille. Donc tu vois, le premier modèle il est sorti à 11 cm. Et en plus de ça, on voulait un plastique plutôt souple, à la manière d'un One-Up ou d'un. Je pense au Fish, au Black Minnow par exemple. Tu vois, c'est des plastiques relativement souples. Et on voulait vraiment trouver cette limite extrême où le plastique est très souple, mais aussi assez solide pour résister à plusieurs prises. Ouais, c'est ça. Parce que honnêtement, on pense l'avoir trouvé. On pense avoir trouvé vraiment. Alors, c'est le mélange de plastique, c'est subtil. Il y a beaucoup de plastiques différents, c'est une formule secrète, mais vraiment, à force de recherche, on est arrivé, on pense on va dire, juste au bon milieu là, tu vois, c'est-à-dire qu'on a un plastique qui est tendre pour le cendre. On est sûr maintenant que le plastique tendre ça fait quand même parfois la différence. Pas toujours, mais il y a souvent dans l'année c'est plus homogène. En fait, on a plus de touches vraiment sur les plastiques plutôt souples. Et donc voilà, c'était le cahier des charges du Fatboy, c'était ça. Bon, c'est pas mal du coup. Et du coup, les poissons qui visent, c'est plutôt du coup en vertical le cendre, enfin les persidés. Et après en linéaire le brochet, pourquoi pas le black bass. Ouais, alors nous on a testé pendant plus d'1 an dans un petit réseau interne, donc nous et des amis. Des amis pêcheurs. Des amis qui sont guides aussi, qui ont pu l'amener un peu à l'étranger, faire des pêches un peu partout. Vous l'avez essayé un petit peu pour avoir des retours et faire une moyenne un peu. Voilà. C'est ce que les gens ne voient pas, c'est que souvent, même parfois, on peut nous le reprocher de jouer un petit peu sur l'autre côté, vu qu'on a du monde qui nous suit, un peu pressé des choses. On a eu ce retour de gens qui nous connaissent mal, qui nous disent voilà, maintenant vous avez fait tant de vues, vous sortez des leurres à l'arrache pour en vendre au maximum. Mais ils n'ont pas vu le travail derrière, quoi. Voilà. Il voit pas le derrière, quoi. Derrière nous les leurres on les sort avec presque un an de décalage. C'est ça, et ils sont testés et on va pas s'amuser à vendre des leurres qui pêchent pas ou qui pêchent mal, quoi. Quand on a sorti le Fatboy Swim, honnêtement on pensait vraiment sortir un produit béton et on le pense toujours, on pense vraiment que c'est un produit béton. Surtout que vous avez eu des bons retours. Quand on voit les retours qu'on a, je sais pas si tu as vu les publications qu'on a fait récemment, on reçoit des plaquettes et des plaquettes de photos c'est ça. De résultats, des gens qui battent leur record très régulièrement, des guides de pêche, on a des amis qui sont guides de pêche qui font des cartons avec, même en France, qui nous disent honnêtement, là il y a un leurre qui le fait et voilà, et on est vraiment très très content de ça. Les retours, nous, on les prend vraiment en compte et là, pour l'instant, à l'heure actuelle, on est ultra ravis des retours qu'on a dessus. Vous pouviez pas rêver mieux. Voilà. Autant au niveau des prises, au niveau même de technique, au niveau de la solidité, au niveau des choses comme ça. Donc, alors pour les poissons, tu parlais des poissons ciblés, il y a bien sûr le cendre, la perche, ça c'est indéniable, c'est vraiment les poissons qu'on fait le plus avec. Le brochet, bien évidemment, aussi. De toute façon, n'importe quel leurre souple, de toute façon, à un moment donné, fera du brochet. Je ne peux pas dire que ça surpasse tous les autres leurres. Et le black bass, on a eu des très très bons résultats sur le black bass aussi. Avec. Mais bon, après, c'est la taille, si tu veux, qui fait ça. Pour l'instant, on n'a que 10 et 12 cm. C'est les poissons que ça cible. C'est ça, c'est un leurre polyvalent. C'est ça, On a essayé des prototypes cette année, au printemps dernier, jusqu'à 7 pouces. Et sur le brochet, notamment en Finlande et tout ça, ça a très très bien fonctionné. Malgré un manque de solidité qu'il fallait régler, donc on est en train d'y travailler. Et après, derrière, on a testé aussi énormément de petites tailles. C'est ça. Et un 8 cm. Et là, on a des super résultats. Et on pense vraiment, et d'ailleurs pour
pour te faire petite info un peu scoop, c'est une taille qui va sortir très bientôt dans les jours qui arrivent. Donc t'avances sur ma question, c'est est-ce que tu as des projets pour les années à suivre sur les diversifications du leurre, etc. Donc ouais. Voilà, là en avant-première, je peux te dire, on a déjà, hier on a sorti une vidéo, je sais pas si tu as vu, Ouais, si, la sur la FAQ. Guadeloupe et tout. Ouais. On a déjà commencé à entamer un peu le sujet et là notre objectif c'est que pour l'ouverture truite là, alors pas sûrement, peut-être pas avant, mais en tout cas pour la saison truite là, on va pouvoir proposer du 6 cm et du 8 cm et les deux en bi-injection, c'est-à-dire avec deux couleurs. Voilà, chaque leurre aura un coloris spécial avec deux couleurs, contrairement au modèle plus. Voilà. Et les modèles plus. Donc le 10 et le 12 cm passeront aussi sur des nouveaux coloris en cours d'année. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, du coup, pour les années à suivre, c'est plutôt une vente de produits plutôt physiques que par exemple des prestations de services, pas de guidage, pas de formation en ligne, pas de. Ok. Non, pas du tout. Le guidage, pour nous, honnêtement, on est vraiment très fan des guides de pêche. On adore leur métier, mais c'est pas un métier. On y a réfléchi, mais honnêtement, c'est pas un métier qui nous conviendrait. Okay. Pour des raisons personnelles purement aussi, pour des raisons on pense qu'on est des pêcheurs trop polyvalents. Nous, ce qu'on aime avec Jérém, c'est partir un peu à l'aventure, c'est-à-dire trouver des nouveaux endroits où pêcher. Pêcher des nouveaux poissons, essayer des nouvelles techniques. Et honnêtement, je pense que guider sur les mêmes endroits de façon très régulière, au fur et à mesure, ça nous saoulerait un petit peu. Bah oui. Et puis être guide, rester sur un bateau toute la journée sans pêcher ou peu. Ouais, c'est frustrant un peu. Dire. Ouais. Vraiment, ça c'est trop dur pour nous parce qu'on est et puis travailler tous les week-ends, c'est vraiment un métier qui est compliqué. Ouais, je pense que c'est un super métier pour je dirais quelqu'un qui se lance un peu dans le business, peut-être qui est très passionné, qui connaît bien ses spots. Mais nous maintenant on a passé 30-35 ans là et on a des enfants en bas âge tous les deux et ça serait un peu compliqué pour nous d'être guide de pêche. Bah oui, je vois. Okay. Après là, tout ce qui est, tu parlais de formation, tout ça, d'animation et tout, ouais, ça c'est un truc qu'on pourrait faire aussi, mais peut-être un peu plus tard, tu vois. C'est le côté internet, tout ça. Nous, on est un peu, on se dit que ça peut ne pas durer aussi. C'est ça. Et après, derrière, on essaiera de faire quelque chose à ce niveau-là. Mais pour l'instant, on est à fond dans les vidéos, et dans la production de la vidéo et les leurs qui nous prennent énormément de temps. Et ouais, j'imagine. Ok. C'est bon. Alors, petite question qui n'est pas du tout en rapport avec les précédentes. Il y a, en France, il y a l'émergence du no-kill qu'on voit depuis quand même pas mal d'années. Est-ce que, selon toi, l'émergence du no-kill, ça témoigne d'une prise de conscience des pêcheurs parce que en France, il y a de moins en moins de poissons, ou c'est simplement qu'on ne veut pas manger tous les poissons qu'on capture ou... Selon toi, c'est quoi un petit peu l'avenir de la pêche en France? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une pêche qui est durable ou faudrait modifier quelques petits trucs? Alors, il y a une chose qui transparaît en France, c'est que c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple parce que déjà on a une réglementation qui est compliquée. Faut pas se le cacher, c'est très compliqué. Aujourd'hui, quelqu'un qui se met à la pêche va se heurter d'entrée à beaucoup de choses, notamment à la réglementation locale, des départements qui ouvrent, d'autres qui ouvrent pas, du privé, du public, ça c'est un peu partout pareil, tu me diras, mais bon, les prix des cartes, tout ça, il y a beaucoup d'obstacles, je trouve, quand même. Pour se lancer pleinement. Se lancer, ouais. Nous, on est très fiers avec YouTube de mettre beaucoup de gens à la pêche. Souvent, il y a beaucoup de gens qui s'y remettent ou qui s'y mettent tout simplement grâce aux vidéos, tout ça. Mais de suite et derrière, on a beaucoup de gens qui aussi, malheureusement, arrêtent très vite parce qu'ils se heurtent à des petits problèmes, on dira, de réglementation, de prix, de pas mal de choses, ça peut être très différent. Donc c'est pas lisible, si tu veux. Moi, je trouve que la pêche en France n'est pas tellement lisible. On a un très beau potentiel halieutique en France. Il y a moyen de se faire plaisir. Moi, habitant dans l'Aveyron, je peux pas le nier. Je veux dire,
en bas de chez moi, j'ai le Tarn qui coule, qui est une rivière qui est mythique. À côté, j'ai la Dourbie, les gorges de la Dourbie, de la Jonque, les gorges du Tarn. T'as le Salagou pas loin. Des truites qui sont connus nationalement, voire même des gens qui viennent de l'étranger pour ça. Ouais. J'ai les lacs de barrage qui sont réputés pareil. Voilà, je peux pas dire qu'on a un mauvais potentiel. Ouais. Voilà. Est-ce de là à dire que c'est mal géré? Honnêtement, chez nous, on ne le dit pas parce qu'on a une fédé qui fait un boulot extraordinaire avec la fédé de l'Aveyron, avec du rempoisonnement, notamment Black Bass depuis 2 ans, des secteurs qui sont réappropriés par les organismes là, qui essayent de revivre en termes de pêche. Donc, nous, si tu veux, en tant que pêcheurs, on voit ça, on est vraiment ravis de ce qui se passe ici dans le département. Les résultats ne sont pas toujours là en termes de population de poissons. On n'est pas sur des populations qu'on peut trouver à l'étranger encore. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, les actions sont là. Ok. Voilà. Après, si tu me parlais du no-kill, de la façon de voir les choses, comment les choses évoluent. Bien sûr, moi honnêtement, avec Canito, on a commencé la pêche à une époque où on gardait nos poissons. Quoi. Quand on était gamin, on gardait tout. Et quand on en prenait trop, on en relâchait déjà. Je veux dire, quand on pêchait le sandre, quand on était gamin, si on en prenait un, on le ramenait. Si on en prenait 4, ça arrivait qu'on en relâche, tout simplement parce qu'on n'allait pas s'emmerder. À l'époque, on circulait en vélo ou en mobilette, tu vois, on voulait pas. Voilà. Les truites, c'était un peu pareil. Naturellement, sans parler de no-kill ou quoi, naturellement, quand on en avait assez d'une ou deux pour manger à la maison, on relâchait les autres, quoi. Tu vois, si tu veux. Voilà. Après, moi, je me rappelle avoir gardé des chevennes ou des poissons immangeables juste pour les ramener à la maison et pour les montrer par fierté à mes parents ou à mes grands-parents, tu vois, juste pour dire, voilà, j'ai pêché ça. Parce qu'à l'époque, faut dire ce qui est, ça peut être vieux ce que je veux dire, mais à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Bah oui, moi aussi, mon grand-père, il faisait pareil. C'était pour manger, c'était pas forcément... C'était à la fois plaisir et manger, quoi. C'était pas... C'est ça, et puis tout simplement, on n'avait pas d'appareil photo sur nous, quoi. Aussi, on n'avait pas de réseaux sociaux. Aussi. Donc, quand on prenait une photo d'un poisson, il fallait déjà qu'il y ait quelqu'un qui la prenne, et puis il fallait développer la pellicule chez le photographe. Les moyens étaient plus restreints. Moi, j'ai vécu plein de moments de pêche gamins qui n'ont jamais été immortalisés en photo ni quoi, parce que ça se faisait pas les photos à l'époque. On ne pêchait pas des poissons pour les prendre en photo, on les pêchait pour les montrer à notre famille. Et puis ce qu'on faisait, même à l'époque, ça va paraître presque barbare à certains maintenant, mais ce qu'on faisait, c'est qu'on gardait des brochets, nos premiers brochets, là, on les gardait, puis on les empaillait, on faisait des têtes, des trophées, là, et on les mettait dans nos chambres, on était très très fiers, tu vois. Et donc c'est vrai que c'était une autre époque, mais sans parler de no-kill à l'époque et tout ça, honnêtement, on s'est rendu compte tout seul qu'il fallait, à un moment donné, il fallait quand même relâcher les poissons, quoi. Parce que on voyait qu'il y avait des abus, on voyait qu'il y avait des gens qui gardaient 20 cendres dans la journée. Et on voyait déjà, à l'époque, on voyait des gens qui commençaient à dire, écoutez, il va falloir freiner là, parce que sinon on part dans le mur, quoi. Sinon, chaque année, mais je parle de ça il y a 20 ans, on voyait des populations diminuer déjà. C'est ça. Et nous-mêmes, naturellement, on s'est mis aussi à relâcher des poissons naturellement. Et puis, en plus, il y avait l'esprit un peu pêche à la mouche, parce que nous, on était quand même aussi moucheurs, et on l'est moins depuis quelques années, mais j'aimerais bien m'y remettre, mais j'ai pas trop le temps, mais j'aimerais bien. Et dans la pêche à la mouche, relâcher un poisson, c'est quelque chose qui se fait depuis très très longtemps, quoi. C'est ce que... Et ça fait partie de la philosophie du pêcheur à la mouche, c'est-à-dire, c'est simple, si on veut garder les populations, on relâche les poissons dans les meilleures conditions possibles. Et après, c'est vrai qu'on a vu le no-kill arriver, cette philosophie qui est, on a dit, putain, c'est génial, quoi. C'est génial parce que vraiment, là, ça va prendre une ampleur énorme et tout le monde va s'y mettre. Et moi, quand je me suis remis vraiment sérieusement sur le carnassier, il y a quelques années, ça y est, le no-kill était vraiment intégré par tout le monde. Et il faut parce que sinon, sans ça, les populations prennent très 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 cher, quoi. Surtout si on... en plus, même si on est en règle, par exemple, si on peut prendre 2 brochets par jour et par pêcheur, ça commence à faire beaucoup, quoi. S'il y a, je sais pas combien il y a de pêcheurs, mais... à notre échelle, voilà, on dit, moi je prends une truite, je la garde, on va la manger en famille, c'est génial. C'est très bien, j'ai rien contre ça, moi je le fais de temps en temps aussi. Maintenant, ça dépend des secteurs, si tu veux. Moi, si je prends une truite, une très belle truite, et sur un secteur qui est plutôt peu pêché, déjà où l'eau est saine, ce qui est
pas toujours le cas, Ouais. malheureusement, sur le cours d'eau. Ouais. Là, je vais me permettre de la garder parce que je sais qu'il n'y a pas une pression de pêche qui est énorme. Je sais Ouais. que ce poisson va être très vite remplacé par un autre qui va grossir à sa place et ça va rouler. Par contre, sur les secteurs qui sont très très pêchés, notamment au niveau du cendre par exemple, où je sais que moi, si je garde des cendres, derrière moi, il y a un autre mec qui va arriver, qui va en garder aussi. Puis après, un peu plus tard dans la journée, il y a un autre qui va arriver, qui va en garder aussi. Bon, ben là, faut se faire une raison. C'est sûr qu'au bout d'un moment, on va éclater les populations, quoi. Ouais. Donc, en garder un de temps en temps, bien sûr. Mais vraiment, il faut être raisonnable sur les poissons qu'on garde de plus en plus. Si on veut les pêcher, il faut aussi les protéger, parce que sinon... C'est ça. Sinon, ça... Donc voilà. Après, honnêtement, j'ai aucun mal à garder un poisson. J'en garde moi personnellement 1 ou 2, voire 3 par an maxi. Ouais. Et la plupart du temps, je vais te dire, c'est les poissons qui sont plutôt. Je les garde parce qu'ils sont soit abîmés, soit ils ont mal dans leur. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Un brochet qui repart pas, par exemple, je vais le garder, bien évidemment. Bah oui. Un cendre qui, par exemple, repart mal à cause d'un choc de pression, notamment lors de sa prise, ça arrive. Je le garde aussi. Ouais, t'as raison. Longtemps, j'ai gardé une perche, une très belle perche de 45, un poisson magnifique que j'ai pas pu, qui est pas reparti, quoi, parce que elle avait un gamin un peu trop profond. Et, oui, après, ça arrive. Donc, voilà, très vite, je l'ai gardé. Faut pas non plus être extrémiste non plus, quoi. Famille, et puis on s'est régalé. Ouais, voilà. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Mais voilà, honnêtement, j'évite quand même sur beaucoup de secteurs, je remets quand même. Mon but, c'est quand même de relâcher le maximum de poissons en bonne santé pour les retrouver l'année d'après. Et puis, il faut dire qu'en vidéo aussi, moi j'apprécie voir un poisson qui repart en bonne santé. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une victoire. C'est aussi sympa que de capturer. Hein. Ouais, tu vois, maintenant, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est qu'avant, on capturait le poisson et on était content au moment où on le sortait de l'eau. La joie, elle était là quand le poisson sortait de l'eau. Ouais. Et maintenant si tu remarques dans toutes les vidéos, on chope le poisson et quand on prend le poisson et qu'on le met hors de l'eau, la joie, elle n'est pas encore là. Ouais, et c'est quand tu relâches. Tu vois, et ça veut tout dire. Si tu veux, ça veut dire que dans les mentalités, il y a tout qui change. C'est-à-dire que le poisson, on est content au moment où le poisson repart en pleine santé. On n'est pas content au moment où le poisson sort de l'eau. Tu vois. À l'époque, on sortait le poisson, on était là, et le poisson, on le laissait traîner. Ouais, c'est ça. Ouais. À l'époque, on le savait qu'on allait le garder. Donc, que il soit abîmé ou pas, dans tous les cas, il allait finir à casserole, quoi. Voilà. Mais il y avait déjà un respect du poisson, tu vois. Même à l'époque, moi, je sais que les poissons, quand on les gardait, je voulais pas le laisser traîner comme ça. Ouais, je vois. Très rapidement le gracier, comme on disait à l'époque. Et il y a toujours une philosophie de respect. Il y a toujours du respect du poisson. Il était toujours là et il y sera toujours. Et c'est ce qu'il faut. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut. Je pense que du moment qu'on a une notion de respect pour le poisson, qu'on soit vieux, jeune, qu'on ait, voilà, quelle que soit la pratique, le style de pêche qu'on ait, du moment qu'on a du respect pour le poisson, on fait les choses bien. Ouais, bah oui, c'est ça. Et puis après, vous pouvez, grâce à votre chaîne YouTube, vous pouvez un petit peu donner l'exemple. Voilà, c'est sûr. Ce qu'on essaie de faire. Ouais, nous, on essaie d'apporter notre image à nous, qui nous on estime est respectueuse des poissons, quoi, tout simplement. Et de la pêche moderne, c'est-à-dire la pêche qui va préserver à terme la ressource piscicole. Maintenant, voilà, nous on le voit tous les jours au bord de l'eau, on croise des mecs qui sont au bord de l'eau, qui pêchent au vif, qui laissent des poissons engamés pendant des dizaines de minutes, qui les sortent et qui les entassent dans un seau. Et que veux-tu, la règle est là, le mec il est pas, du moment qu'il garde des poissons maillés, la règle est là. Ouais, c'est ça. Du moment qu'il va pas contre la réglementation. Après, voilà, ce qu'on peut faire, c'est à notre échelle, on peut pas non plus tout changer, donc c'est ça aussi le problème. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Et que j'espère que si on continue comme ça, on pourrait arriver à des choses bien, du moment que toutes les fédérations, que toutes les institutions aillent aussi dans le même sens. Et malheureusement, je vais te dire, dans les discours qu'on voit, notamment dans la tête au niveau de la fédération nationale, c'est pas encore gagné. Ouais, c'est pas toujours le cas, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai vu. Alors, question voyage, avant-dernière question. Question voyage, bon, on a vu que vous êtes allé du coup en Guadeloupe, bon, vous êtes régalé, voilà, nous on est resté en France. Hein. Et donc du coup, vous êtes allé aussi en Irlande il y a quelques temps pour pêcher le brochet. Et je voulais savoir, parce que c'est quand même un petit peu le rêve de tout le monde, un petit peu d'aller à l'étranger pour pêcher le brochet sans prendre plein la canne, etc. Et du coup, qu'est-ce que vous, en tout cas, ça vous a apporté ces petits voyages de pêche? Ou est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu une bande-annonce de ce qu'on pourrait vivre si on y va, par exemple?
Alors écoute, déjà, il faut savoir une chose, c'est que pour nous, les voyages de pêche, c'est très nouveau. Ouais. C'est grâce à la chaîne, bien évidemment. Et ouais, j'imagine. Mais il y a quelques temps, on voyageait en France, oui. Et le plus loin où on était allé pour pêcher, c'était en Espagne, tu Ouais. vois. Et nous, en étant dans le sud de la France, ça C'est pas nous si prenait loin que ça. 3 heures et demie. Ouais, C'est pas... ouais, comme moi. Pour nous, c'est déjà un grand périple, quoi. Et c'est vrai qu'on a toujours cette idée de l'Irlande dans la tête, on a toujours cette idée de voyage. Mais bon, on était toujours un peu bon, on s'était toujours dit on le fera dans notre vie. Et voilà, bon, maintenant la chaîne a accéléré bien évidemment les choses. Ouais. Voilà. Donc après l'Irlande, alors le premier vrai beau voyage qu'on a fait, c'était la Finlande, là, enfin, sur l'île de Hollande. Alors pas en Hollande, hein. Ouais. L'île c'est Hollande, Ouais. c'est une île finlandaise qui est entre la Suède et la Finlande. Là, ça a été vraiment notre premier voyage initiatique, je dirais, pour la pêche Ouais. du brochet à l'étranger. Et là, on en a pris plein les yeux, quoi. Bah C'était écrit sur le papier, mais honnêtement, on n'a pas été déçus. Ouais. L'Irlande, on a touché du doigt. On a pêché, tu as vu la vidéo sûrement, où on a pu pêcher une belle journée. On a fait direct, moi j'ai fait direct mon record brochet dans les 10 premières minutes. Donc quand ça arrive, c'est Bah extraordinaire. Même les lumières, tout, enfin c'était un cadre, voilà. Malheureusement, le temps irlandais a fait que Et ouais, on il n'a pas pleut souvent fait là-bas. autant complet. Ouais. Mais pareil, petite annonce pour toi, on y retourne. On Ah. va compléter cette série en avril. Donc on va y retourner. En Et avril puis, et puis voilà, après, ouais, des voyages comme ça. Bon, la Guadeloupe, c'est encore un autre monde et tout. Et ouais. Honnêtement, qu'est-ce que ça. Ouais, ça ouvre l'esprit, quoi. Ça ouvre la tête, ça casse les codes qu'on avait en tête depuis des dizaines, voire une vingtaine d'années dans la tête. Ouais. En disant, bon, le brochet, il mord comme ça et comme si. Quand tu vas en Irlande, que tu pêches le brochet et que le guide te dit ok, ne laisse plus couler tes leurres, le brochet, il faut le pêcher dans 1 mètre d'eau, même s'il y a 10 mètres d'eau. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire fais nager tes leurres dans 1 mètre, le brochet il va monter. Ouais. Ben, nous en France, on était habitués à pêcher plutôt creux, à toujours ouais, chercher d'aller les chercher, quoi. Voilà. Et en fait, tu rentres en France, ça ouvre l'esprit sur plein de nouvelles techniques. Et ouais, j'imagine. Et ça, c'est top parce que, tu vois, par exemple, là sur le Salagou, ben, moi j'ai pêché sur le Salagou comme on m'a appris à pêcher en Irlande, où ça marchait. Ben, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats. Et pourtant, le Salagou, c'est un lac que je connais depuis. C'est le lac où j'ai appris à pêcher quand j'étais gamin au leurre, si tu veux. Et ma grand-mère habitait au bord du lac. Et je le connais bien ce lac. Et je suis arrivé avec des acquis de l'Irlande. Là. Je l'ai pêché comme ça et paf, ça m'a donné des résultats. Ouais, comme quoi. Jamais j'aurais pensé en avoir, tu vois. Alors, comme quoi, il y a toujours des trucs à fouiller, c'est ça qui est bien dans la pêche. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça t'ouvre, ouais, ça te montre de nouvelles techniques et ça t'ouvre des. Ouais, ok, bon, c'est bien alors. Bon, tu m'as donné quel que soit le type de poisson qu'on va pêcher à l'étranger, hein, je pense qu'en rentrant en France, il y a toujours des choses à récupérer. Voilà, des techniques, des plein de trucs. Quoi. On progresse toujours. Quoi. La pêche, c'est un truc où il faut rester humble parce qu'on progresse toute sa vie. Ah oui, il n'y a jamais d'acquis, quoi. Il n'y a jamais d'acquis, il y a toujours des choses à tester, il y a toujours de nouvelles choses. Même les pêcheurs les plus connus, avec qui on a la chance de discuter de temps en temps, notamment des mecs comme Gaël Even, des mecs comme Arnaud Brière aussi, tu vois, c'est des gens qui sont guides depuis longtemps, qui sont considérés comme peut-être même Sylvain Legendre aussi, hein, c'est des gens à qui on a pêché. Et nous, on est comme des gosses, quand on pêche avec eux, on se dit purée, ces mecs-là, ils sont sur l'eau, c'est des machines, quoi. Ouais. Mais en fait, quand ils sortent sur l'eau, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point, en fait, ils sont, au début de la journée, au début de la session, ils sont tellement pas sûrs que ça va le faire, quoi. Ouais, je vois. En fait, ils sont comme nous. Ouais, c'est que chaque journée sur l'eau, c'est nouveau, même à leur niveau, si tu veux. Ouais, ils peuvent faire des bredouilles comme nous, quoi. Ils peuvent très bien se casser les dents comme tout le monde. Ouais. Sauf que là où ils sont bons, c'est qu'ils ont une manière de fonctionner dans leur pêche qui fait qu'ils vont arriver à du résultat plus vite et de façon plus sécurisée que la plupart des pêcheurs. Ça demande de l'entraînement après. C'est ça. Mais ces mecs-là, tu les mets sur un bateau sur l'eau, ils partent avec une humilité qu'il y a même chez tous les pêcheurs débutants, c'est-à-dire aujourd'hui, je peux très bien me faire un gros capot dans la gueule, quoi, tu vois, et repartir avec 0 poisson. Et si ça leur arrive, ils le vivent en général plutôt bien parce qu'ils s'y attendent. Ils prévoient ce genre. Ils s'y attendent aussi. Ça, c'est impressionnant à voir. Ouais, non, tu vois, je pensais qu'ils se la pétaient pas, mais ils étaient plutôt confiants de dire tac tac, non. Okay. Ouais, non. Alors, ils sont confiants dans leur technique, dans leur façon de pêcher. Ils savent qu'au final, ils vont sûrement ressortir un peu plus de poissons que la moyenne, voire plus. C'est ça.
Mais au début de la journée, c'est des mecs qui vont arriver, ils se préparent à tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'avec maintenant, avec le monde de l'image, avec le monde de trucs, on voit souvent les résultats. Même nous, en vidéo, on voit beaucoup des résultats. On voit beaucoup des On voit pas les moments creux, on voit pas les moments, les sorties bredouilles, voilà. etc. On voit moins. Alors nous, on essaie de le montrer quand ça marche mal, on essaie quand même de le montrer. C'est l'avantage des vidéos qu'on fait, c'est que nous, on met fin un peu à une grande période de communication halieutique où on montrait que des gros poissons, que des trucs comme ça. Nous, tu montres un petit peu toutes les facettes, quoi. Parce que le débutant qui arrive au bord de l'eau et qui fait rien en 10 minutes en regardant vos vidéos, enfin d'autres vidéos, il peut être démoralisé, quoi. Ouais, je vois. Et on a des fois encore des messages de gens qui nous disent ouais, je comprends pas, j'ai utilisé telle heure à tel endroit, comme tu l'as dit dans telle vidéo, et je fais pas de poisson. Je dis ouais, mais c'est normal. Enfin, il y a tellement de facteurs, tellement de choses. Ouais. Quand on met un pied au bord de l'eau avec une canne, on est tous au même stade. Ouais, c'est ça. On pêche depuis 20 ans, on pêche depuis. Voilà. C'est après, dans la recherche, dans la pêche elle-même, qu'on va être bon. Bah ouais, c'est ça. Ouais, la remise en question et tout. Ok. Et dernière question, comme tu l'as dit, il y avait pas mal de débutants qui chaque année ils commencent la pêche, etc. Et si tu avais 2-3 conseils à leur donner, histoire qu'ils prennent du plaisir, pas forcément de toucher des poissons records avec des brochets d'1,20 m, mais simplement pour prendre du plaisir, quoi, ça serait quel conseil que tu pourrais leur donner? Alors, mon premier conseil, ça serait de choisir une technique de pêche personnelle qui nous fait, qu'on aime vraiment à titre perso. C'est-à-dire choisir vraiment une technique, que ce soit la mouche, le leurre, le toc, la pêche au cou, n'importe. Ouais. Quelque chose qu'on aime profondément faire. Pas choisir une technique parce que c'est une technique qui marche mieux. Tu vois, parce que le résultat en termes de poisson, c'est pas ça qui va apporter beaucoup de plaisir. Bah, c'est l'environnement, c'est tout. Voilà. Quand on pêche, on passe 95% du temps à pas prendre de poisson, si tu veux. Donc, si jamais ce que tu fais 95% du temps te convient pas vraiment, au final, tu vas arrêter. Même si tu arrives à faire des poissons régulièrement. Parce que si tu aimes, par exemple, je sais pas moi, tu aimes pêcher les bordures, lancer souvent, et tu aimes bien l'art de bien lancer, de bien poser son leurre, à ce moment-là, tu vas choisir des techniques de power fishing ou tu vas choisir du casting et tu vas pêcher peut-être embarqué. Tu vois. Si jamais tu aimes bien juste être au bord de l'eau, prendre du temps, rêvasser un petit peu, être juste prendre l'air, à ce moment-là, pourquoi pas pêcher au cou, tu t'assois tranquille, tu prépares ton coup et tu prends le temps. Si tu aimes bien vadrouiller, tu aimes bien faire un peu de sport, être engagé dans une pêche, pourquoi pas pêcher la truite, tu vois. C'est ça qu'il faut vraiment choisir. Faut pas choisir sa technique en fonction des résultats. Les résultats, on s'en fout en fait un peu. Il faut pas se focaliser sur les résultats. Moi, je vois trop de pêcheurs qui s'y mettent, qui ont 14-15 ans là, et ils me parlent déjà de faire des brochets d'1 mètre. Et quand je leur dis moi que pour faire un brochet de 1 mètre, j'ai attendu 15 ans, les mecs ils me regardent avec des yeux, ils me disent c'est pas possible. Et je dis, si, parce qu'on cherchait pas à faire des brochets de 2 mètres, nous on s'en foutait. Tu cherchais à prendre des poissons de 40-50 cm à l'époque, ce qu'on appelait maillé, ce qu'on dit toujours un poisson maillé, pour nous c'était déjà très bien, quoi. Et il faut rester humble par rapport à ça. Des poissons de 2 mètres, ça se fait très rarement, quoi. En France notamment, ça se fait très rarement. Faut pas fixer d'objectifs comme ça. L'objectif c'est de se faire plaisir et faire quelques poissons. Et ne pas tomber trop dans les techniques un peu extrêmes, je dirais les techniques de big bait ou les techniques d'ultralight un peu trop poussées. Choisir des pêches, on va dire, moyennes, là, on va dire dans des grammages adaptés à nos produits, donc 5-15 grammes, 7-21, 7-28, tu vois, des puissances qui restent raisonnables pour prendre des perches, prendre des poissons. Faire des touches, quoi. C'est ça. Moi, ce que je conseille souvent aux pêcheurs qui débutent, quand on me demande, si je leur dis écoute, tu veux te faire plaisir au bord de l'eau très rapidement, tu prends une canne en 5-15 grammes là, tu prends un petit crank, tu prends un petit spinner, même un micro spinner ou un petit chatterbait là, et tu lances ça, tu vas faire des touches. Des perches. Tu vas faire des perches, des perches de 25. Ça te permet de faire la main, quoi. Tu vas faire des touches, tu vas te faire vachement plaisir. C'est ça. Voilà. Et après sur toutes ces perches que tu vas faire, à un moment donné, tu vas en faire une qui va faire 40-45. Et là, tu vas faire waouh. Et après, seulement, tu vas pouvoir progresser, partir sur des grammages un peu plus gros. Voilà.
Et voilà, je pense qu'il faut chercher la touche, quoi. Faut partir sur des leurres de taille raisonnable, des leurres qui pêchent bien, qui sont réputés pour ça. Je pense à des petits cranks, des petits leurres souples, tu vois, pas chercher trop compliqué, pas trop petit non plus, parce que ça, en pêchant trop petit, on a peu de sensations, tu vois. C'est ça, on sent moins bien dans la canne. Faut quand même, voilà, faut trouver un juste équilibre, comme ça. Moi, je pense que il y a des leurres comme ça qui sont totalement adaptés aux débutants pour pas perdre de leurre non plus, notamment le spinner. Bah ouais. Pêche au spinner. C'est pas un leurre très cher et en plus ça se perd pas. Voilà, un leurre souple, par exemple, sur une tête plombée simple, c'est très bien. Moi, quand je vois des mecs qui commencent à pêcher avec la truite, par exemple, avec des leurres de chez Smith ou de chez Duo qui valent 20 balles pièce, en dehors du prix, je me dis, fais gaffe parce que c'est des leurres que si tu commences, tu vas les perdre très vite. Tu vas les éclater contre les cailloux ou tu vas les perdre. Et même encore pire, je veux te dire, quand tu fais une truite avec, si tu as la chance de faire une truite, tu vas te retrouver avec un poisson ultra glissant et ultra nerveux, avec 2 triples fin de fer, avec des ardillons. Pour commencer, c'est peut-être pas la même chose, tu vois. Alors comme petit leurre souple, là, tu le décroches, tu as un seul hameçon, tu sais bien le repérer, tu fais gaffe, tu peux pas te blesser. Le poisson en plus, tu lui fais techniquement moins mal, tu le blesses moins avec un hameçon simple. Voilà, il y a des techniques qui sont plus adaptées pour les débutants. Donc mon conseil, ça serait de partir avec des pêches simples, avec des hameçons simples, au leurre souple, au spinner, sur des grammages pas trop forts, quoi. En 7,21, je pense pour moi, c'est quand même les grammages qui sont le plus adaptés à nos cours d'eau. Voilà, peut-être le plus polyvalent. Histoire de se faire la main et après on évolue en fonction de ce qu'on pêche et de ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Et plutôt commencer aussi en spinning plutôt qu'en casting, quoi. Si vous êtes un gros débutant, ne partez pas forcément sur du casting d'entrée. D'un point de vue technique et sous-sous aussi, comme tu dis. Ouais, et les sous aussi, carrément. Et puis le casting, c'est une technique qui peut. Souvent, il y a des gens qui achètent du casting plutôt bon marché. Ça marche. Faut dire ce qui est, ça tend à très vite dégoûter. Je vois beaucoup de pêcheurs qui sont dégoûtés de ça parce qu'ils pêchent pas, en fait. Ils pêchent pas, ils passent leur temps à défaire des perruques et tout ça. Ouais, c'est ça, à régler les freins et tout. Il y en a 3 ou 2. Honnêtement, il y a peu de packs très débutants qui sont proposés. Je sais qu'il y a des marques qui commencent à le faire. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de pub. Là. Bientôt, je vais tester un pack débutant où on va livrer des cannes avec la tresse spoulée sur le moulinet déjà faite, si tu veux, tout fait, prêt à pêcher. Tu accroches ton leurre, tu pêches. Et ça, je comprends pas, pourquoi pas déjà fait. Des leurres déjà. T'as raison. Des moulinets, je veux dire, pas des leurres, des moulinets déjà remplis de tresses. Pourquoi ça se vend pas? C'est une idée à creuser. Hein. Là, à l'heure actuelle, un mec qui débute, il va acheter un moulinet de la tresse et il va rentrer chez lui, il va monter sa tresse sur le moulinet et il va pêcher, puis il va voir que tout son bloc de tresse va glisser parce qu'on lui a pas dit qu'il fallait mettre un backing en nylon dessous. Par exemple, tu vois, c'est des trucs. Voilà. Donc pour les débutants, il y a 2-3 trucs à savoir. Nous, on essaie avec des vidéos d'essayer d'expliquer ça de temps en temps. Bon, écoute, c'est terminé. Tu t'as répondu. J'ai beaucoup parlé, hein. Ouais, tant mieux, hein, franchement, c'est parfait. Écoute, je te remercie d'avoir du coup de faire cette petite interview, ça m'a fait plaisir. Et écoute, je te dirai à la prochaine fois au bord de l'eau comment ça la goûte du coup. Avec grand plaisir. De toute façon, on va y retourner, ça nous tarde l'ouverture pour retourner sur les bords de ce cher lac qu'on peut décidément pas lâcher. C'est ça. Même quand on a la chance de voyager, tout ça, on y revient toujours parce que c'est vraiment un lac c'est toujours aussi beau. Hein. C'est ça.